Alors, on va d'abord se présenter tous les trois. Donc, moi, c'est Sébastien Rouquette. Je suis professeur des universités en sciences d'information et communication et travaille depuis quelques années sur la réception des campagnes de communication et notamment en ce qui concerne les risques naturels, argileux, inondations et volcaniques. Okay. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Thomas Billet. Je suis maître de conférence à Lille. Je travaille particulièrement sur les idéologies territoriales. Mais j'ai réalisé un postdoctorat avec Sébastien l'année dernière justement sur cette question des risques naturels du Puy-de-Dôme. Ton micro, Fatou. Non, il faut allumer votre micro, monsieur. Je l'avais coupé tout à l'heure. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Chemeric Faté. Je suis postdoctorant à l'Université de Clermont-Ferrand et je travaille sur les risques naturels en Puy-de-Dôme. Alors, donc, on va vous faire une présentation à trois sur cette question-là, sur laquelle nous travaillons depuis 2 ans. La question du risque argileux d'abord. C'est un risque naturel qui est particulièrement important, bien que peu connu. Alors, important en termes de sinistralité. C'est le deuxième risque qui génère le plus de coûts et de dégâts, derrière le risque d'inondation, bien qu'il soit peu spectaculaire. Ce risque lié, alors risque argileux, c'est un risque lié à la rétractation d'argile sous le sol, et puis à leur gonflement, rétractation notamment en cas de sécheresse et gonflement en cas de forte pluie par exemple. Et ce risque argileux, il est de plus en plus important. C'est lié notamment, pas seulement, mais notamment au dérèglement climatique. Donc, il provoque de plus en plus de dégâts. Donc, en soi, c'est un sujet intéressant, et intéressant d'autant plus que c'est un sujet qui ne fait pas vraiment l'objet ni de compte rendu médiatique, ou très peu comparativement aux autres risques naturels, que ce soit les inondations ou des avalanches, par exemple, et encore moins l'objet de controverses publiques et médiatiques. Donc la question que nous nous posons, c'est comment expliquer ce paradoxe? Pourquoi le risque argileux ne fait pas-t-il plus l'objet de controverses dans l'espace médiatique, alors même, et on le verra, que pour une partie des parties prenantes, et en particulier pour les associations qui regroupent les sinistrés, il y a encore l'objet à discussion. Alors pour répondre à cette question, nous avons fait 2 types de recherches. La première, c'est un compte rendu dans les médias, sur médias de presse écrite sur 20 ans, de quelle façon le sujet est traité, sous quel angle, avec accompagnement de quelle image. Ce qui nous a permis de voir que ce sujet peut être traité sous forme de brève uniquement et absolument pas de manière conflictuelle. Et la deuxième méthode utilisée, c'est des enquêtes par entretien approfondies auprès de tous les acteurs qui sont concernés par la gestion de ce sujet, que ce soit des journalistes, donc 7 ou 8 journalistes interrogés, des architectes, des responsables de services techniques. Il y a de nombreux services techniques qui gèrent ce risque-là en France, au niveau préfectoral, communal ou des communautés de communes, également des responsables associatifs. Et c'est normal que les slides aient toujours celui de titre? Ah oui, voilà, ça c'est la problématique, je change. Alors, pour répondre à cette question, donc, nous allons y répondre avec 3 parties. La première, c'est montrer que malgré l'évolution de la loi, et notamment la loi Elan en 2020, il y a encore des sources de controverses. Deuxième partie, prouver que ce risque-là est très peu traité médiatiquement et expliquer pourquoi. Et enfin, troisième partie, quels sont les facteurs qui concernent les élus, les services techniques, la collectivité, qui explique pourquoi ce risque ne fait pas l'objet d'un traitement public. Voilà, Faté, je te laisse la parole pour la première partie. Ok, ben je vais essayer de parler vite. J'espère être aussi clair dans mes propos. Donc, la notion de la controverse exposée dans cette recherche se rapproche de la sociologie pragmatique. Elle est examinée comme une épreuve et une situation problématique autour de laquelle se mobilisent les acteurs. Ainsi, la controverse peut être un lieu de productivité sociale qui peut prendre en considération la conflictualité inhérente aux pratiques sociales. C'est bien sûr. T'as vu mon petit message? Il faut couper les micros, voilà. S'il vous plaît. Oui. Voilà. Ok.
Je disais que elle peut prendre en considération la conflictualité inhérente aux pratiques sociales si elle est bien sûr débattue dans l'arène publique. Suivant Château, Raynaud et Dory, nous pensons avec eux que l'accent peut donc être mis sur la circulation sociale des discours. Or, cette circulation sociale du discours concernant le phénomène RGA est portée uniquement par la voix des associations des sinistrés, alors que la construction d'un problème public par la trajectoire le faisant passer des conversations quotidiennes aux puissances d'agir politique, a besoin d'appuyer sur un grand nombre de ressources dans les médias. Il faut dire que notre recherche ne montre qu'il n'existe pas une seule controverse, mais un enchevêtrement de controverses associées au problème argileux. Nous nous intéressons, Sébastien, s'il te plaît. Nous nous intéressons donc au discours sur les lois et arrêtés ministériels. Nous évoquerons ensuite les ambiguïtés entourant les procédures de reconnaissance de catastrophes naturelles. Nous complétons notre étude par un détour sur les origines du phénomène de RGA lié aux études de sol. Cela nous impose d'aborder les problèmes de construction dans des zones argileuses et d'évoquer la qualité de construction actuelle pointée du doigt par une multitude d'acteurs. Diapo. Il convient de souligner qu'avant 2020, aucune loi n'obligeait la réalisation d'une étude de sol intégrant le phénomène RGA pour toute vente de terrain à bâtir. Cela nous renseigne que l'État a pris conscience au moins d'une partie liée à cette controverse, liée à la controverse aux études géotechniques, sauf qu'une complexité administrative se rattachant à l'interprétation de la loi et à sa mise en application existe encore. Diapo suivant. D'abord, il faut soulever qu'une étude de sol, selon les risques et les types de fondations à réaliser, peut atteindre les 40 000 € de surcoût, c'est-à-dire de frais en plus du prix de construction d'une maison. Puis, la loi n'est pas si explicite, car l'obligation d'une étude de sol n'est pas rétroactive. Elle ne concerne pas l'achat d'une maison individuelle, elle vise la vente de terrains et de lotissements à construire. Pour le slide suivant, une seconde controverse relevée concerne la procédure de demande de reconnaissance qui est sujette d'incompréhension. Les sinistrés avancent qu'ils ne savent pas sur quels critères la commission interministérielle s'est basée pour décréter, par exemple, la reconnaissance de sécheresse à la mairie de Cournon d'Auvergne uniquement pour les 3 premiers mois de l'année 2016 et non pas pour l'année d'avant, c'est-à-dire pour l'année 2015. Alors que Météo France a annoncé 9 mois de sécheresse. La composition de la commission interministérielle est elle aussi sujette à controverse, voire à suspicion de la part des associations des sinistrés. Elle se compose en effet de représentants du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, de l'Économie, des Finances, de la Relance et de celui de la Transition écologique, auquel s'ajoute la Caisse centrale de réassurance. Du fait de sa composition, elle semble se rapprocher de ce que Barbier et Larue appellent une gestion néocorporatiste de l'environnement local, dont ne font pas partie les associations CatNat et les sinistrés. Elle constitue donc, selon les propos de Gilbert et Henry, un espace discret. En plus, le ministère de Transition écologique a demandé de prendre en compte depuis 2019 les déclarations de sinistrés recensées au niveau des assurances pour établir de nouvelles cartes de zonage liées au RGA. Ce qui fait que les biens de personnes non sinistrées qui étaient sur des aléas faibles se sont retrouvés dans un aléa plus élevé. Cela a engendré une incompréhension supplémentaire et a renforcé la controverse. Ajoutez à cela le fait que les notions d'aggravant et surtout du multifactorial ne sont pas prises en considération dans le texte de reconnaissance. C'est-à-dire que si un sinistré ne peut pas démontrer que le mouvement de terrain est la cause de fissures qui ont touché son bien, il ne pourrait pas prétendre à une indemnisation. Or, les assurances jouent sur ce point-là, accusent l'expert d'assuré chargé de contrebalancer l'avis des experts envoyés par les assurances. Diapo. Pourtant, dans un rapport déposé en 2018 à la Commission des finances, le député Stéphane Baudu insiste sur le besoin de transparence quant aux critères et au cadre d'action de la Commission interministérielle. Nous voyons donc une nouvelle fois émerger une prise de conscience des politiques afin de simplifier les démarches, sauf que cela n'a pas permis de dissiper le flou entourant les déclarations CatNat. Pour le diapo suivant, il y a aussi le nombre élevé des demandes de remboursement au prix des assurances qui se traduit par une faible indemnisation de ces compagnies. Ces chiffres élevés que vous voyez sur le slide traduisent l'importance des dégâts causés par le RGA. Face à ces demandes récurrentes, les sinistrés reçoivent souvent des refus systématiques
de leur demande. Il convient de rappeler que le refus de la prise en charge des dégâts par les assurances se justifie régulièrement par des défauts de construction du bien endommagé. La question de RGA est donc nuancée et noyée dans des arguments sans lien apparent avec le problème. Diapo suivant. Un autre constat relevé dans cette étude se rattache à l'étude de sol exploité en Puy-de-Dôme. C'est un aspect qui revient avec insistance dans les entretiens effectués. Sans être des écologistes acharnés, pour reprendre les propos de nos enquêtés, ils mettent tous en avant la nature du sol moins favorable à la construction. À la mairie de Cournon, on se montre conscient de cette problématique, mais on nous annonce on ne peut ne pas construire car les gens doivent habiter quelque part. Diapo suivant. Notre enquête révèle également que les anciennes bâtisses n'ont pas été victimes de fissures liées aux RGA parce que nos ancêtres savaient repérer les bons terrains, utiliser des matériaux légers et adaptés. Avant, on avait une souplesse de bâtiment. Actuellement, on a favorisé peut-être l'antisismique et on en a abusé, nous disent les experts rencontrés. À cela se greffe la question des délais, puisqu'il faut construire vite pour augmenter les marges, ce qui ne favorise pas, selon nos enquêtés, la réalisation de constructions solides qui tiennent face aux problèmes argileux. Dernier diapo de ma partie. Il est également à souligner qu'il n'existe aucun organisme qui prend en charge la conformité des études de sol réalisées. Le service d'urbanisme de la mairie, par exemple, n'a pas l'obligation de surveiller sur le terrain la réalisation des études de sol et le respect et la profondeur des fondations exigées pour diminuer l'impact du phénomène RGA. La question de contrôle des travaux est ainsi une mission individuelle. Le rôle de la mairie se limite à fournir les documents nécessaires à la prévention de risques, dont celui des RGA, et le service d'urbanisme se contente des déclarations qui ne prennent pas forcément en compte l'aspect lié aux argiles, comme vous voyez, comme vous le constatez sur le slide. Nous nous sommes demandé alors pourquoi toutes ces controverses n'intéressent pas les médias. Ok, merci Pathé. Alors, un autre constat de notre recherche est que malgré sa forte sinistralité, comme l'a dit Sébastien, et les controverses potentielles à son sujet, comme vient de le montrer Faté, le RGA fait en fait l'objet d'une très faible médiatisation au regard d'autres risques comme les inondations. De plus, la presse régionale est presque la seule à en traiter. On voit donc qu'il n'est pas jugé assez important, on pourrait dire, pour bénéficier d'un traitement national. Le seul facteur en fait qui va favoriser sa médiatisation est la publication au journal officiel d'arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. La majorité des articles en fait suivent la publication de ces arrêtés ministériels et la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est la principale thématique de la majorité d'entre eux. Alors, axés sur ces arrêtés ou leurs annonces par la préfecture ou les mairies, en fait, le traitement du retrait-gonflement est peu approfondi, la majorité des articles étant des brèves. De ce fait, on remarque aussi dans notre étude qu'il y a une rhétorique et un lexique des discours de presse qui sont neutres et factuels, mais surtout, quand on regarde l'étude des cadrages, on voit que le traitement est vraiment un traitement consensuel de ce risque. Alors, par exemple, si ce n'est pas la sécheresse, peu d'autres causes à l'origine ou accentuant les effets du retrait-gonflement sont évoquées. De même, on voit que les désaccords qui existent entre parties prenantes sont constamment passés sous silence. Savoir que sur l'ensemble de notre corpus, il n'y a que 5 articles qui en traitent. La presse, en gros, elle ne contribue donc pas à ériger le retrait-gonflement en tant que problème public. Dia suivante, s'il te plaît, Sébastien. Alors, quelles autres causes expliquent la faible médiatisation du retrait-gonflement, d'autant plus en ce qui concerne les controverses qui y sont liées? Alors, plusieurs facteurs qui sont défavorables, nous les avons en fait regroupés en quelques catégories que vous voyez ici, que nous allons développer. Alors, dia suivante, Sébastien, s'il te plaît. Alors, au niveau médiatique, la première explication tient en fait à la dimension peu spectaculaire du risque argileux. Ces effets s'inscrivent dans un temps long et sont moins spectaculaires que ceux d'autres risques, plus soudains et visibles, comme par exemple les inondations ou les tempêtes. Les articles à son sujet sont d'ailleurs peu nombreux à comporter des images, contrairement à ceux sur des risques comme les inondations. Ce constat en fait rappelle celui fait par Bennett, qui voit dans la dramatisation des informations diffusées sur les risques naturels vraiment une véritable norme journalistique. En gros, le caractère spectaculaire d'un aléa est un paramètre en fait qui va favoriser sa couverture. Le risque argileux répondant ici en fait peu, on pourrait dire, aux objectifs de captation du lectorat. Ce risque est aussi d'un point de vue journalistique difficile à raconter. Lors des entretiens, un journaliste par exemple pointe ce que l'on pourrait appeler la médiagénie des risques naturels, à savoir le fait que certains risques se prêteraient plus facilement à une mise en récit que d'autres, et que cela, entre guillemets, désavantagerait des risques lents comme le retrait-gonflement.
Alors, du fait de son caractère moins spectaculaire, il est également moins marquant, hein, au point que la plupart des journalistes interrogés, même lorsqu'ils ont été amenés à en traiter dans un ou plusieurs articles, déclarent ne pas le connaître. Hein. Les raisons de telle méconnaissance, on pourrait dire, sont plurielles. On peut retenir par exemple que les premières tiennent aux représentations que ces journalistes se font de l'Auvergne et du Puy-de-Dôme, hein, qui peuvent mener à une minoration de certains risques si on regarde d'autres travaux qui ont été menés sur d'autres territoires, notamment le territoire des Vosges. Alors deuxièmement, un autre facteur de minoration de cet aléa est ce qu'on pourrait appeler l'heuristique de disponibilité. En gros, un aléa plus marquant et plus mémorisable sera interprété comme ayant une probabilité plus importante de se produire, même si c'est totalement erroné comme conception, enfin comme perception plutôt. Une autre difficulté rencontrée pour traiter du retrait-gonflement de manière approfondie et par là même en développer une interprétation qu'on pourrait appeler plus problématique est qu'il est couvert quasi exclusivement par les journalistes locaux. Or, la plupart d'entre eux sont en fait des journalistes qui sont non spécialisés. Cette non-spécialisation, elle va impliquer trois choses. Une moindre connaissance des risques, hein, et plus particulièrement d'un risque aussi technique, complexe et aux contours mal définis, comme l'a notamment dit Faté, que le retrait-gonflement. Une organisation de la rédaction qui ne facilite pas toujours le traitement de tels sujets. Ou enfin, un réseau de sources d'informations moins étendu, à savoir que si des sources existent, hein, y compris pour le Puy-de-Dôme, ce ne sont pas celles que les journalistes ont l'habitude de côtoyer et de solliciter. Enfin, une dernière cause qui explique l'absence de médiatisation, ici vraiment de controverse sur le retrait-gonflement, hein, que développera Sébastien ici dans la suite de la présentation, est vraiment une absence d'entrepreneurs de cause en ce qui concerne ce risque. Je te passe la parole, Sébastien. Alors, outre les journalistes, il y avait potentiellement d'autres types d'acteurs qui pouvaient rendre public des sujets de controverse possibles, notamment les élus des communes concernées. Il y a quand même quelques communes qui sont sur des zones particulièrement risquées avec de nombreux aléas récurrents. C'est les communes qui vont faire des demandes d'arrêtés de reconnaissance naturelle pour que leur administré soit remboursé. Or, le constat est que les élus, alors parfois ne relaient pas les demandes de reconnaissance naturelle, et parfois le font, mais vont se limiter à une communication très réduite du sujet, feront très peu de communication préventive et ils feront que de l'information restant dans le cadre obligatoire et légal. Alors la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi ? Pourquoi les élus ne s'approprient pas ce sujet, n'en font pas un sujet politique, un marqueur de leur action ? Il y a plusieurs raisons qui se cumulent. La première raison, elle est au fond assez simple. Elle tient au fait, cela nous a été dit par des responsables de services techniques, cela tient au fait que les élus savent qu'il n'y a pas de consensus parmi leurs administrés. Une partie des administrés souhaitent absolument que le sujet soit traité publiquement, une partie, au contraire, ne veulent pas que le sujet soit médiatisé. Pourquoi ? Pour des raisons financières. Ils ont peur que la valeur immobilière de leur maison ou de leur appartement baisse. Et donc, ils voient bien que ce sujet-là, ne faisant pas l'objet de consensus parmi la population, les élus prennent un moindre risque au fait de ne pas communiquer. Le coût politique de la non-communication est réduit en raison de ce manque d'accord entre administrés. Deuxième explication, elle est également économique. Les élus n'ont pas forcément envie de donner une image positive de leur commune, parce qu'ils ont besoin d'avoir des gens qui construisent, de nouveaux habitants, et pas d'avoir une image négative, donc ils considèrent que ce n'est pas leur rôle. Or, on se rend compte dans notre enquête que lorsque les élus font à l'inverse le travail de médiatisation, ils ont les ressources nécessaires, ils connaissent le réseau de journalistes, ils ont ce savoir-faire, ils ont aussi cette légitimité pour porter ce problème. Mais ils le font peu, et donc ce poids politique qu'ils pourraient apporter, ils ne l'apportent pas dans la prévention du sujet. Enfin, dernière raison concernant la politique, on pourrait dire que politiquement, il n'y a pas d'obligation à prendre en compte ce sujet pour une raison qui, on va dire, assez cynique mais assez simple, savoir que ce risque-là, argileux donc, ne provoque pas de mort, contrairement à d'autres risques naturels, je pense aux inondations, et que si, en matière politique, la vie humaine est une valeur éminente qui mérite d'être défendue de toutes nos forces, qui donc ne permet pas à des élus de ne pas prendre en compte un sujet, mais lorsqu'il n'y a pas de mort, de victimes humaines, eh bien, il n'y a pas autant d'obligation de prendre en compte ce sujet. Donc toutes ces raisons cumulées font que les élus
vont pas aller au-delà des obligations légales, qui est simplement d'informer au sein du journal municipal, par affichage et sur le site internet. Outre les réticences des élus, s'ajoutent les réticences, des causes techniques et administratives. Donc, ce risque-là, il est surveillé, il est mesuré par tout un tas d'organismes. Alors en France, on est très fort pour créer plein d'organismes, mais d'ailleurs, c'est assez compliqué de s'y reconnaître. Hein. Direction du cycle de l'eau, direction départementale de la protection des populations, bureau des recherches géologiques et minières, bref. Il y a tout un tas d'organismes qui vont notamment faire des zonages des cartes de risque. Quand on les a interrogés sur « Considérez-vous que la communication préventive est importante ?» surtout compte tenu du nombre de sinistres, puisque, rappelons-le, c'est le deuxième risque naturel qui provoque le plus de dégâts, et avec des coûts de remboursement de 10 000 ou 20 000 euros chaque fois que le sinistre est reconnu. Alors, bien sûr, nous répondons oui, mais en fait, interrogés sur cette question, on se rend compte que d'abord, eux-mêmes considèrent que ce n'est pas leur rôle. Ils sont là pour faire des cartes de zonage, et ils ne sont pas là pour faire des actions de communication de prévention, ils en font très peu. Ils en font peu pour plusieurs raisons. Il y a un découpage des actions à faire, par exemple, au service de la préfecture, et dans la préfecture, il y a un service de communication. C'est lui qui va être sollicité pour répondre à cette question-là de la part des journalistes, et pas les services techniques, alors même que les services techniques ont plus de connaissances sur le sujet. Donc, il y a une question on va dire, organisationnelle. Il y a aussi une question technique. Les services techniques sont rarement appelés par les élus pour venir sur le terrain pour mesurer ce risque-là. Alors, ça peut paraître étonnant, mais ils le sont pour le risque d'avalanche ou le risque d'inondation parce qu'on a besoin de voir concrètement ce qu'il est possible de faire pour limiter les dégâts. Et ce n'est pas le cas sur le risque argileux parce que pour décider de décréter que c'est une catastrophe naturelle, on n'a pas besoin d'aller sur le terrain, de demander aux techniciens d'aller sur le terrain. On se réfère à une expertise de la part de Météo France. Est-ce qu'il y a eu forte sécheresse ou forte inondation? Et au zonage qui a déjà été préalablement fait. Ce qui fait que les techniciens vont rarement sur le terrain, ne discutent pas avec les élus, ne discutent pas avec les sinistrés, et donc il n'y a pas cette discussion collective qui pourrait enrichir et faire en compte que chacun prend le point de vue de l'autre, et par exemple, que les techniciens se rendent compte qu'en fait, peu de sinistres sont réellement remboursés par l'administration. Et sans doute qu'ils élargiraient leur point de vue sur le sujet. Troisième raison qui concerne les techniciens, ils ont une conception de la communication préventive très technique. Pour une bonne communication, c'est donner des documents précis, géologiques, sur les types de causes et les types de solutions techniques à mettre en œuvre, qui correspondent tout à fait au cadre législatif, mais qui n'est pas très judicieux, compte tenu du fait qu'en fait, beaucoup de victimes ne se préoccupent pas du sujet, tant qu'elles ne sont pas directement concernées, et que sans doute que cette vision de la communication, elle est beaucoup trop restrictive, elle n'est pas suffisamment ambitieuse, elle n'est pas réaliste non plus sur ce risque-là, où demander à la population d'aller elle-même se renseigner, l'avoir en position d'acteur actif, ce n'est pas réellement conforme à ce qui se passe dans le domaine. Donc, merci d'aller vers la conclusion. Un petit peu. Alors, pour moi, une phrase pour les sinistrés, elles-mêmes n'ont pas vraiment elles n'ont pas les ressources nécessaires, pas de compétences techniques, pas de consensus parmi les victimes pour faire parler du sujet, pas la capacité à aller contre les arguments des techniciens. Donc ça fait beaucoup de raisons qui font qu'elles-mêmes ne sont pas en capacité de rendre publiques les causes qu'elles veulent porter. On en vient à la conclusion. Je te redonne la main, Thomas, pour conclure. Ok. Alors, au final, quelle conclusion tirer, on va dire, de l'absence de médiatisation de controverses en ce qui concerne justement ce fameux risque naturel? Tout d'abord, l'édification d'un risque naturel en tant que problème public dépend de la collaboration et des désaccords, ou des désaccords en différentes parties prenantes, comme nous l'avons évoqué, pour en faire émerger une ou plusieurs définitions concurrentes, ce qui oriente ensuite les outils, dispositifs ou encore les réglementations qui sont, eux, rendus publics. Il est donc nécessaire de prendre en compte les interactions, conflits et luttes d'influence qui se jouent entre parties prenantes dans les espaces dits discrets ou spécialisés.
qui sont en fait ceux dans lesquels naissent et se discutent les éventuelles polémiques et controverses, bien avant qu'elles ne soient publicisées. Alors en effet, un risque naturel devient un problème public, une polémique, quand une partie prenante qui n'a pas pu orienter la définition du problème dominante finit par peser suffisamment pour obliger les autres à revoir leur position, changer leur positionnement et discours. En fait, la seule partie prenante ici qui souhaiterait faire du RGA un problème public ne dispose pas des moyens, notamment financiers, matériels ou encore humains nécessaires pour peser suffisamment afin de faire évoluer la définition de ce risque qui est dominante et semble en fait satisfaire les autres parties prenantes. Alors à ce sujet, l'absence de polémique et de médiatisation s'explique du fait que chaque partie prenante semble toujours avoir davantage à y perdre qu'à y gagner à ce que ce risque soit érigé en tant que problème public. On parle ici notamment d'alliances objectives entre agents immobiliers, propriétaires ou encore opérateurs comme les assureurs, voire même les élus, par exemple pour éviter la baisse d'attractivité d'un quartier. La définition dominante du retrait-gonflement des argiles, en fait, elle est liée au flou de la réglementation et surtout des critères, facteurs, on va dire, pris en compte pour cette reconnaissance ou encore pour les expertises. Ce qui offre en fait des interstices pour différentes parties prenantes s'engouffrer, on va dire, pour protéger leurs propres intérêts. Alors, je conclue juste sur deux petits éléments. Il est aussi d'abord à noter que si aucun des sinistrés n'était mécontent de la non-indemnisation pour les assurances des dégâts de leurs habitations, en fait, l'ensemble des parties prenantes se satisferait même de ce traitement, on pourrait dire, assurantiel du retrait-gonflement des argiles. Enfin, du côté de la médiatisation de ce risque, au-delà des contraintes journalistiques, c'est surtout l'absence d'entrepreneurs de cause, donc, qui semble être une des principales raisons de la faible médiatisation, d'autant plus sous un angle conflictuel de ce risque. Merci. Merci beaucoup. Désolé d'avoir coupé un peu. J'espère que vous avez pu terminer de façon convenable. De toute façon, je vois que M. Flippo n'est pas là. Il ne donne pas signe, donc j'ai un peu la crainte qu'on aura une présentation de moi ce matin dans cette session. En tout cas, merci beaucoup pour ce travail vraiment intéressant. Et je voulais faire une remarque en ouverture, puis on va voir les questions et les remarques qu'il y en avait dans la conversation. En tout cas, et moi, j'avais eu le moyen de participer au travail sur l'HDR de Marieke Müller-Stein et elle avait travaillé sur le gaz des couches, donc la controverse sur le gaz de couche. Attention, pas le gaz de schiste. Et donc, c'était un cas de controverse un peu ratée. Voilà, donc justement parce qu'il y avait toute une série d'intérêts au niveau local dans la Moselle qui empêchait la construction vraiment d'une controverse plus large, la médiatisation locale, etc. Et là, votre cas me semble encore sérieux, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment une non-controverse d'une certaine façon. C'est quelque chose qui s'arrête avant de devenir controverse et c'est vraiment intéressant d'observer un cas comme ça. C'est encore moins que le gaz des couches. Donc, c'est une sorte d'analyse d'un cas de non-communication. Là, je pensais un peu à Dominique Volton, évidemment, l'incommunication et le fait qu'on parle de ça et que la communication émerge sur ce fond de non-communication. Et l'absence d'entrepreneurs, effectivement, dans le cas du gaz des couches, il y a des entrepreneurs parce qu'il y a des associations locales qui luttent contre l'exploitation du gaz de couche en Moselle. Dans votre cas, il n'y en a pas. Est-ce que c'est parce que, ça c'est ma question, est-ce que c'est parce que ce n'est pas quelque chose de délimité en territoire non plus? C'est-à-dire c'est quelque chose de diffusé en France, je veux dire, il y a plein de gens à différents endroits, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez analysé en endroit, donc il y a des lieux où des groupes pourraient se former éventuellement, je ne sais pas si je m'explique, territorial, ou c'est quelque chose qui est simplement un peu par-ci par-là, et donc c'est aussi une cause de non-mobilisation. Alors, effectivement, il faut expliquer pourquoi, contrairement à d'autres, notamment aux inondations, parce qu'on pourrait dire la même chose des inondations, toutes les zones ne sont pas inondables. Il y a des communes particulièrement concernées, et pourtant, ça n'empêche pas une plus forte mobilisation. Dans le cas du risque argileux, on parle de 4% des communes qui sont sur une zone fortement risquée, d'un point de vue argileux, mais ça correspond à de nombreuses habitations, finalement. C'est des millions de personnes qui sont concernées. Les associations commencent à se regrouper. Ah oui, donc, okay. Donc elles le font, mais sur un plan théorique, il n'empêche que souvent, c'est Henri Gibert qui disait un problème n'émerge que lorsque un des parties prenantes considère qu'elle ne trouve pas son compte et elle veut rompre le consensus, mais qu'elle en a les moyens.
Sauf que là, on n'est pas tout à fait dans cette situation-là parce que les responsables associatifs sont d'accord. Alors, ce qui est compliqué dans le cadre de risque argileux, c'est qu'ils sont d'accord et pas d'accord, les responsables associatifs. Ils sont en partie d'accord en fait avec la façon dont le risque est géré et en partie en désaccord. Mais le fait qu'ils soient en partie d'accord fragilise leur position en quelque sorte. Pourquoi ils sont en partie d'accord? Ils sont en partie d'accord parce qu'ils ne remettent pas en cause la gestion assurantielle en disant le risque est géré sous un angle technique, on va zoner les zones à risque et on va demander à ce que les gens prennent des précautions, que les fondations soient plus solides. Et puis, si les fondations n'ont pas été respectées, ben, tant pis pour les particuliers. Et si elles l'ont été, tant pis pour les et si ça a été fait correctement, tant pis pour les assurances. Il y a consensus de tout le monde là-dessus. Là où il n'y a pas consensus, c'est que les associations elles disent oui, mais concrètement, en fait, on se retrouve avec une réglementation qui est appliquée de manière floue et finalement, la responsabilité, elle porte sur les administrés, sur les assurés. Donc, au fond, peut-être que sur le fait que ce risque-là n'est pas, pourtant très important, n'est pas l'objet de conflit, c'est parce que le conflit porte pas sur des questions de valeur, sur la manière de gérer le risque, sur le fait de le collectiviser, il porte sur l'application de la valeur. Et en cela, c'est intéressant. Merci. Je pense que Catherine Gauthier, qui a fait une série d'interventions, pourrait prendre brièvement la parole pour poser sa question. Hein. Peut-être, je ne sais pas s'il a toujours une question. Ou... Non, du coup, j'ai eu la réponse dans la conclusion. Pardon, j'ai écrit trop vite, j'aurais dû attendre la fin. Voilà. Après, je me suis quand même posé la question, en lisant souvent, bah oui, effectivement, Gilbert Henry, etc. Finalement, est-ce que c'est un problème public? C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est beaucoup dans les arènes discrètes pour l'instant. Je me suis vraiment posé cette question en vous écoutant. Ça reste complètement dans les arènes discrètes. Hein. C'est ça. Mais je trouve que pour étudier la question de la médiatisation d'un sujet, qu'est-ce qu'un sujet privé ou social devient un problème public? Il faut étudier aussi les sujets qui ne le deviennent pas, qui n'ont pas eu toute leur trajectoire pour devenir public. Et on est tout à fait sur les arènes discrètes ici. Hein. C'est ça. Oui, par exemple, quand on prend la reconnaissance de la catastrophe naturelle du retrait gonflement des argiles, il y a très peu en fait de communication sur comment se passent les délibérations, etc. Et en fait, autour de la table, il y a des ministères, il y en a 4 ou 5, Sébastien, je ne les connais pas par cœur, il y a écologie notamment, outre-mer, etc. Et il y a aussi un représentant de la CCR. Alors, je ne sais plus la formule développée. La caisse de réassurance. Voilà, je crois que c'est ça. En gros, c'est le regroupement comment dire? C'est un organisme public qui, en fait, s'occupe des réassurances. Donc, forcément, il y a un certain nombre de questions qui se posent aussi ici sur la légitimité et sur la transparence des décisions, quoi. Oui, donc ça se passe plutôt en arène à la fois discrète, mais aussi spécialisée, d'une certaine manière. C'est ça. C'est aussi le fait que ce soit spécialisé qui rend les choses plus compliquées. Parce que pour les parties prenantes civiles, il faudrait qu'elles puissent contexter les chiffres ou les zonages ou l'application l'application qui fait de la loi, mais ça demande des compétences techniques et des moyens dont elles ne disposent pas forcément. C'est ça. Un autre exemple qui le montre bien, c'est les cartes, Sébastien. Hein. Les cartes des aléas, au départ, c'était fait par le BRGM. Ensuite, maintenant, c'est fait par le BRGM, mais avec en plus de nouveau un partenariat avec la CCR, parce que maintenant, ils essaient de préciser les cartes sur base des reconnaissances. C'est-à-dire que si un terrain a été reconnu et donc indemnisé, ils vont modifier la carte des aléas en tenant compte de ce qui a été accepté ou pas par les assurances. Donc, ça pose vraiment un certain nombre de questions aussi, là, de nouveau, de légitimité et de transparence. Et pardonnez-moi, mais vraiment sur la question de la définition, du coup, si on reprend toujours Gilbert et Henry, ils disent bien que celui qui va imposer une définition dominante, il nomme un peu ceux qui doivent régler le problème. Or là, tout ce que vous nous avez dit, c'est que la définition, c'est que c'est la nature, quelque part, le responsable. Enfin, si j'entends, c'est flou, il n'y a pas vraiment de définition qui permet de nommer celui qui doit régler le problème, en fait. Il n'y a pas de responsable, effectivement, c'est un des aspects. On considère pas qu'on aurait pu considérer, en théorie, que c'est une question d'aménagement du territoire, qu'on devrait éviter de construire sur des zones particulièrement risquées d'un point de vue argileux. Et cette question-là n'est jamais posée. Mais par aucun des acteurs. Oui, c'est une carte d'aléa et pas une carte de non-construction, en fait. C'est ça. Donc le responsable, c'est la nature.
c'est la nature, ou c'est les particuliers s'ils n'ont pas pris leurs précautions. Ouais. On renvoie le problème, on le renvoie à un problème de particulier. Donc on le dépolitise. Oui, complètement. Ouais. On l'expertise et on le dépolitise. Oui. Et d'ailleurs, un argument des élus pour pas s'en occuper, entre guillemets, c'est que c'est de la sphère privée et qu'ils n'ont pas à intervenir dans. C'est pas pour eux un sujet qui est public, quoi, qui est collectif. Je suis d'accord. Intéressant. Et moi, j'avais aussi, bon, c'est un commentaire tout en passant, en ayant écouté Château Renaud hier, c'est vraiment la proximité, je veux dire, la porosité des frontières disciplinaires, hein, parce qu'ici, voilà, je voulais avoir aussi votre réaction sur ça, mais entre son approche en sociologie et en approche en SIC qui prend en considération tout ce que vous avez montré, les différents niveaux, je ne vois pas énormément de différences. Donc voilà, je voulais avoir votre réaction par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, mais voilà. Alors, je suis pas très surpris qu'il n'y ait une grande porosité disciplinaire. Hein. Bon, déjà, c'est une particularité des SIC. Oui. Et puis, bon, c'est une tendance de fond. Hein. On travaille de plus en plus, on prend de plus en plus en compte la façon dont les autres disciplines travaillent, les sociologues comme les SIC, et résultat, on a tendance à complexifier nos approches, et tant mieux, et à prendre en compte de plus en plus de paramètres.